Marseille, en Provence. C'est ici que se situe le boulevard des Dames, où nous nous arrêterons pour cet épisode. Boulevard très fréquenté de la cité phocéenne, le boulevard des Dames tire de la porte d'Aix à la Joliette. On disait alors jusqu'à la mer. Cette artère prit le nom de boulevard des Dames sur délibération du conseil municipal le 7 août 1805. On y trouve notamment le Castel Héritage, ancien siège de la Compagnie Générale Transatlantique, magnifique bâtiment en fond de boulevard. Et comme souvent dans notre série, il s'agit de parler d'histoire avec un grand H. Le boulevard des Dames fait référence au siège de Marseille de 1524 qui vit Charles Quint, donc Charles V, défait par François Ier après une résistance acharnée de la ville soutenue par ses citoyennes, toutes classes sociales confondues. Voyons ceci en détail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons Gabriel Chakra, historien spécialiste de Marseille qui revient sur la Marseille du XVIe siècle. Alors Marseille au XVIe siècle, c'est une ville qui est en mutation, qui est en expansion. Après le sac des Aragonais en 1423, qui sont venus au mois de novembre nuitamment, qui ont pillé, incendié la ville, la population avait complètement déserté Marseille. Il y avait 10 000 personnes à l'époque. Ces gens-là, il a fallu que la reine Jeanne prenne un décret pour faire revenir les gens. Sinon, Marseille aurait complètement dépéri. Elle aurait été rayée de la carte. Et puis alors, très vite, la ville va se redresser. Elle passe assez rapidement, quelques décennies, elle passe de 10 000 à 30 000 habitants. Alors, la ville est en expansion, le commerce est assez prospère. Il y a une ligne maritime vers l'Amérique qui est développée par l'intermédiaire des marchands de Rouen, de Dieppe et de Dunkerque qui viennent à Marseille. Ce sont eux, alors que les Marseillais évidemment sont toujours focalisés sur le commerce vers le Levant. C'est toujours la Méditerranée. Donc il y a une petite ouverture sur l'Atlantique, mais faite par d'autres personnes. Voyez. Alors ensuite, la ville se développe. C'est une ville d'ailleurs où les souverains aiment venir. François Ier, après la victoire de Marignan en 1515, en 1516, François Ier arrive à Marseille. Marseille a toujours défrayé la chronique. Elle n'a pas tout à fait adhéré au royaume. La Provence est rentrée dans le royaume en 1481, mais Marseille va devenir véritablement une ville française qu'en 1789. Mais elle est quand même dans une période, évidemment, de mutation démographique, économique, sociale. Le siège de Marseille intervient lors de la 6e guerre d'Italie qui opposa une coalition réunissant les États pontificaux Charles Quint et Henri VIII à François Ier et ses alliés, Henri II de Navarre et la République de Venise. En 1522, les Français qui sont engagés dans un conflit contre le Saint-Empire de Charles Quint pour le contrôle du royaume de Naples sont défaits à la bataille de la Bicoque. En 1524, Charles Quint remporte une victoire décisive contre François Ier à la bataille de la Sésia. Par ailleurs, Charles III, le connétable de Bourbon, traître au roi de France suite aux différents conflits avec la famille régnante concernant les possessions du premier, rentre au service de l'ennemi, Charles Quint, et tente d'assiéger Marseille pour s'en emparer en 1524. Avant de voir ceci en détail, confrontons-nous au contexte politique lors des guerres d'Italie. Alors ce que l'on appela les guerres d'Italie, au nombre de 11 précisément, sont une suite de conflits armés menée par les souverains français en Italie de 1494 à 1559. Alors, quel était le but de ces guerres ? Eh bien, c'était pour les souverains français de faire reconnaître ce qu'ils estimaient être leur droit héréditaire sur le royaume de Naples, puis le duché de Milan. Alors, pour expliquer tout ça, par le jeu complexe des alliances, reposant en partie sur les liens de parenté entre souverains, à cette époque, tous les souverains étaient peu ou prou parents. Ce sont toutes les grandes puissances européennes qui s'affrontèrent sur le sol italien dans des batailles souvent sanglantes. L'Italie était une mosaïque d'États, de petits États, de principautés, de royaumes, de républiques même. Et l'Italie devint donc très vite un enjeu de la lutte pour l'hégémonie européenne. Alors, toute cette histoire commença en 1480 à la mort de René d'Anjou. René d'Anjou, le dernier représentant de la maison d'Anjou. René d'Anjou, plus connu chez nous en Provence sous le nom du bon roi René. Donc, ces droits sur le royaume de Naples, les droits de René d'Anjou,
passèrent au royaume de France, où régnait à ce moment-là Louis XI. Et puis à partir de 1483, Charles VIII. La première guerre d'Italie fut d'abord un succès pour le roi de France, mais l'arrogance de l'occupant français provoqua l'hostilité de la population et à l'instigation de Venise, une alliance anti-française se constitua, ce qui poussa Charles VIII à quitter Naples assez rapidement en mai 1495 et Charles VIII dut abandonner. La seconde guerre d'Italie sera dirigée par Louis XII, le roi Louis XII, qui s'empara du Milanais, puis, troisième guerre d'Italie, du royaume de Naples. Et en butte à la Sainte Ligue, formée contre lui par le pape Jules II, il finit par perdre le Milanais en 1512 au cours de la quatrième bataille d'Italie, la quatrième guerre d'Italie. Et les Suisses, membres de la Sainte Ligue, envahirent alors la Bourgogne, tandis que les Anglais occupaient le nord du royaume. Louis XII meurt en 1515, puis vint François Ier, qui, par sa victoire de Marignan en septembre 1515, cinquième guerre d'Italie, reconquiert le duché de Milan tout en laissant Naples à l'Espagne. C'est alors qu'il va entrer en conflit en 1519 avec un certain Charles Quint, qui vient d'être élu empereur face à François Ier. Charles Quint a des ambitions démesurées. Il reprend le Milanais au roi de France, sixième guerre d'Italie, et il veut imposer son hégémonie sur tout le continent européen. Comme nous venons de le voir, le siège de Marseille opposa le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, représenté par Charles III de Bourbon, dit le connétable de Bourbon, à la France de François Ier. Revenons un peu sur ces personnages et leur ascension. François Ier naît le 12 septembre 1494 à Cognac. Fils de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême et de Louise de Savoie, il descend directement du roi Charles V par son père, mais n'était pas destiné à gouverner. À l'âge de 2 ans, à la mort de son père, il prend le titre de comte d'Angoulême et à 5 ans, il est nommé duc de Valois par son cousin, le roi Louis XII. Lorsque Louis décède, François a 20 ans et devient roi de France. François Ier monta sur le trône de France le 1er janvier 1515, à la mort de son oncle Louis XII, dont il avait épousé la fille Claude. Et il annonça une ère nouvelle que l'on appellera la Renaissance. Pour inaugurer magnifiquement son règne, il lui fallait une belle victoire militaire. Il se lança donc dans la conquête de la flamboyante Italie, bien décidé à reprendre le duché de Milan. Il y parvint magistralement les 13 et 14 septembre 1515, à la suite de la bataille de Marignan, la fameuse bataille de Marignan, qui a été gagnée sur les Suisses, qui signèrent à partir de ce moment-là la paix perpétuelle de Fribourg. Alors, après un long séjour d'1 mois à Lyon, eh bien, il quitte la ville donc de Lyon vers la mi-décembre, à la tête d'un brillant cortège. Il visita la Sainte-Baume, puis il arriva le 3 janvier à Marseille. Conscient du rôle stratégique de l'île d'If, François ordonna d'y faire construire dans les meilleurs délais une forteresse destinée à protéger la rade de Marseille de toute intrusion guerrière et qui serait en quelque sorte un verrou maritime. Les Marseillais lui en seront profondément reconnaissants, comme on peut l'imaginer. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, en 1524, c'est par fidélité à François Ier, en même temps que par attachement à leur liberté, à leur indépendance, que les Marseillais s'opposèrent aux 18 000 soldats du connétable de Bourbon, ralliés à Charles Quint et à son adjoint, le marquis de Pescaire. Charles de Habsbourg voit le jour le 24 février 1500 à Gand, dans le comté de Flandre, appartenant alors aux Pays-Bas bourguignons. Il est le fils de Philippe le Beau, duc de Bourgogne puis roi de Castille, et de Jeanne dite la Folle, reine de Castille et reine d'Aragon, une souveraine affublée de troubles mentaux de longue date. Aussi, en 1516, à l'âge de 16 ans, Charles s'empare des titres de sa mère et devient roi des Espagnes. C'est à 20 ans, soit 4 ans plus tard, qu'il atteindra son titre ultime en devenant empereur du Saint-Empire romain germanique, titre qu'il conservera jusqu'à sa mort du paludisme à 56 ans. Il était le fils de l'archiduc d'Autriche, Philippe le Beau, et donc héritier de la famille des Habsbourg. Et après la
mort prématurée de son grand-père Maximilien Ier, il se retrouva en 1519 à la tête du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Charles V, Charles Quint en vieux français, à seulement 19 ans. Et puis, au gré des alliances, des héritages, des alliances matrimoniales, il réunira sur sa tête les couronnes de toute l'Europe qui en feront le souverain, on peut dire, le plus prestigieux de son temps. Par ailleurs, dans le domaine politique, il ira de déconvenu en déconvenu, se trouvant d'abord en concurrence dès son élection avec le roi de France François Ier. Tous les deux revendiquaient la possession du duché de Milan. Cette rivalité entre François Ier avec François Ier marquera l'essentiel de son règne. Charles III de Bourbon, né le 17 février 1490 à Montpensier et mort à Rome en 1527, héritier de la maison de Bourbon, il possède plusieurs titres, duc de Bourbon, prince de Diombe, entre autres. Pour régner sur une principauté plus conséquente, il se marie avec une cousine, Suzanne de Bourbon. Suite au décès de celle-ci, c'est une autre de ses cousines, Louise de Savoie, mère de François Ier, qui veut prendre possession des fiefs des Bourbons, invoquant être la petite-fille du duc Charles Ier. Ce sujet marque une profonde discorde entre le connétable et la couronne, et après le procès qui s'ensuit, ces possessions sont attribuées à Louise de Savoie, ce qui marquera une profonde rupture avec la couronne de France. Il décide alors d'entrer au service de Charles Quint en 1523, qui le nomme lieutenant général. Il remporte la bataille de la Sézia en avril 1524, puis envahit la Provence, conformément à la stratégie mise en place par Henri VIII, roi d'Angleterre, Charles Quint et lui-même. Commence alors le siège de Marseille. Le connétable de Bourbon, c'est un prince, d'abord un prince de sang. C'est le cousin de François Ier. Il est l'époux de Suzanne de Bourbon. Et Suzanne des Bourbons va mourir en 1521, et quand elle meurt, elle est l'héritière d'une très grosse fortune. Et cette fortune, évidemment, elle est convoitée par Louise de Savoie, qui est la maman de François Ier. Et ils veulent accaparer ce pactole. Alors évidemment, bon, il y a un procès, ça a été arrangé, il est furieux, il va se mettre au service de Charles Quint, l'empereur, qui le nomme avec le titre de lieutenant général des armées, évidemment, et contre François Ier, qui est pour faire la guerre en Italie. Et en 1524, quand Bayard, le chevalier Bayard, meurt à la bataille de Sézia, le connétable de Bourbon l'apprend. Il l'apprend, alors pour lui c'est une occasion, évidemment, comme les autres sont polarisés sur l'Italie. Lui, il dit, tiens, comme il a énormément de biens dans le Bourbonnais et en Auvergne, il dit, je vais ajouter à mes possessions le Dauphiné et la Provence. Et c'est comme ça que, sans coup férir, il va s'emparer de Cannes, de Fréjus, d'Antibes, de Hyères et de Draguignan. Et puis il se dit, mais pourquoi je ne viendrai pas à Marseille ? Le siège de Marseille débuta le 15 août 1524, alors que le connétable de Bourbon entre dans Marseille par la Blancarde. Les troupes du marquis de Pescaire sont postées à Saint-Lazare, dans le 3e arrondissement. Celles des Lansquenets, qui sont des mercenaires, sont à la Joliette, d'autres à Saint-Victor. C'est donc une ville cernée qui s'offre à Charles de Bourbon. Le marquis de Pescaire avait prévenu le connétable de Bourbon en ces termes « Méfiez-vous de Marseille, César lui-même dut négocier. » Ha ha ha. Ce n'est qu'une ville de mercantis et de braillards que 3 coups de canon suffiront à épouvanter. Mais il n'en sera rien, comme nous allons le découvrir. Le 15 août 1524, jour de l'Assomption, les armées impériales de Charles Quint, commandées par le connétable Charles de Bourbon et son adjoint le marquis de Pescaire, assiègent Marseille. Ce sont au total 18 000 soldats qui se précipitent sur la cité phocéenne. Charles de Bourbon, prince de sang, était l'un des derniers grands féodaux en mesure de s'opposer au roi de France. Jaloux de celui-ci et pétri d'ambition, il avait cru que son heure était venue et qu'il allait pouvoir ajouter la Provence et le Dauphiné également à ses possessions. Et pourtant, le marquis de Pescaire lui avait conseillé la prudence. Depuis le 3 août, c'était la mobilisation générale dans la cité phocéenne. 50 000 Marseillais étaient sur le pied de guerre.
et tout ce que la ville comptait d'hommes valides était prêt à en découdre. Soutenue par la flotte de François Ier, la population va donc se défendre bec et ongle, malgré la disproportion des forces, grâce notamment au sacrifice et au dévouement des femmes, les femmes devenues soldats, et qui se joignèrent à leurs maris pour élever rapidement un mur à l'endroit le plus menacé, ce que l'on appellera le bastion des dames. Les femmes se lancent dans des travaux de tranchées gigantesques destinés à renforcer le rempart qui existait déjà, le rempart entre la porte d'Aix et la Joliette. Elles prirent des risques considérables et un grand nombre de ces femmes courageuses, résistantes, payèrent de leur vie, leur détermination. Ces femmes, alors, il faut en dire quelques mots, elles venaient de toutes les classes sociales. J'ai relevé certains noms de ces femmes résistantes, héroïques, qui sont parvenues jusqu'à nous. Et notamment Pauvet, Lamure, Bossé, Baume, Vinteau. Ce sont des noms qui existent encore. Madame de Roquevert, Madame de Forcia, et tous ces gens-là vont aller taper aux portes des roturières marseillaises qui descendent et qui vont aller colmater les brèches. Charles de Bourbon, de son côté, sans attendre l'arrivée de 12 gros canons nécessaires à l'assaut, fit d'abord détruire les aqueducs qui alimentaient la ville en eau. Bon, peu importe, des centaines de puits étaient là, prêts à prendre la relève. Pourtant, il faut bien le dire, quand l'artillerie lourde des assaillants se mit en place et que les boulets commencèrent à s'abattre sur la ville, la situation devint difficile pour elle. Mais les canons marseillais ripostèrent aussitôt et efficacement. Et chaque fois qu'un trou était percé dans le mur, il était comblé aussitôt avant que l'ennemi ne s'y engouffre. Malgré les déluges des boulets de l'armée impériale, 414 coups du 23 août au 22 septembre, et la situation dramatique des assiégés. Les maisons sont détruites, il y a beaucoup de victimes, mais finalement les Marseillais résistent. Pour la première fois, on voit une cohésion sociale extraordinaire. Et puis, ce fut comme une clameur qui s'éleva soudainement de toute la ville. François Ier et son armée, venus d'Avignon, arrivaient à Marseille, brigade abattue, pour secourir donc la ville fidèle qui résistait si vaillamment. Et c'est alors que les héroïques marseillaises entrèrent dans l'histoire. Le roi de France, François Ier, est fait prisonnier par Charles Quint après la défaite de la Pavie le 24 février 1525 et signe le traité de Madrid, très largement défavorable à la France, qui ne ratifiera pas ce traité, menant à la 7e guerre d'Italie. Enfin, en 1529, la paix des dames est signée à Cambrai par Louise de Savoie, mère de François Ier, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint. Ainsi, si vous passez par cette artère, peut-être aurez-vous une pensée pour les héroïnes de Marseille que le boulevard des Dames célèbre. Quant à nous, nous espérons vous retrouver au prochain épisode.